Bonjour à tous. Alors nous sommes ravis de vous réunir, je crois, assez nombreux en ligne pour ce séminaire consacré à la restitution des travaux des services de l'ACPR sur la prise en compte des risques taux et de rachat dans la modélisation des engagements en assurance vie. Alors, peut-être trois petits mots de contexte, hein. Évidemment, ce sont des risques centraux dans la gestion des assureurs vie. Et donc, assez naturellement, ce sont des questions qui ont beaucoup alimenté les travaux du contrôle au cours des dernières années, alors sous toutes ses formes, hein, que ce soit sous forme d'enquête, de contrôle sur pièce ou sur place. Et donc, il nous a semblé important de partager avec vous une synthèse des résultats de ces différents travaux. Alors, pour ne rien vous cacher, ces travaux ont été également partagés avec le collège de la CPR, puisqu'on peut en tirer un certain nombre de points d'attention, mais aussi de bonnes pratiques. Alors, en principe, vous ne devriez pas avoir trop de surprises sur ces différents enseignements, hein, puisqu'on on retrouve, je crois, des choses assez classiques. Mais néanmoins, je crois que ça vous permettra à tout un chacun de se situer en termes de pratique. Alors, je suis très, très bien entourée aujourd'hui pour vous présenter ce sujet. Je vais leur passer la parole dans un moment. Bon, pour ma part, vous êtes un certain nombre, je pense, à me connaître déjà, puisque je suis Evelyne Massé, première secrétaire générale adjointe. Et donc, voilà, j'ai la chance d'animer cet après-midi. Donc, après la présentation de mes deux collègues, on aura évidemment un temps d'échange, de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à partager vos différentes interrogations par écrit. Puisque voilà, mes collègues les relayeront, les liront pour que l'ensemble de l'auditoire puisse suivre ce débat. Alors, je vais passer la parole à mes deux collègues, donc Marc Domange et Raphaël Alexandre, hein, qui travaillent tous les deux au sein de la cellule modèle interne de la CPR, donc qui connaissent, je dirais, qui ont une connaissance proche du terrain, je dirais, de tous ces sujets-là. Et donc, nous allons commencer avec le risque de taux et c'est Marc qui va nous le présenter. Donc, bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter la première partie de ce webinaire sur la gestion du risque de taux. En fait, je vais vous présenter les principaux points d'attention qui ont été relevés lors des contrôles sur place qui ont été menés en 2023 et 2024 sur le risque de taux. Donc, je vais introduire par quelques éléments de contexte. Donc, la première chose à savoir, c'est que le risque de taux, c'est une priorité de contrôle de l'autorité depuis 2022. Je ne sais pas si vous le savez, mais chaque année, l'autorité fixe ses priorités de contrôle au nombre de 3-4. Et depuis 2022, les taux sont revenus comme priorité de contrôle. En 2022, je cite la priorité de contrôle, c'était suivre attentivement les risques liés à l'environnement de taux d'intérêt. En 2023, une des priorités était la surveillance des risques de remontée des taux. Ça fait suite effectivement à la remontée historique constatée en 2022. Et en 2024, même si ce n'est pas explicite, une des priorités était de maintenir et renforcer la sécurité et la solidité face aux risques macroéconomiques. Donc c'est dans ce contexte que plusieurs contrôles sur les taux ont été menés. On a mené le contrôle auprès d'une dizaine d'organismes d'assurance, comme ça a été précisé sur les organismes vie exclusivement, parce que le risque de taux est plus prégnant pour les organismes vie, et sur les organismes plutôt de grande taille, on va dire des grands organismes plutôt. Un autre élément de contexte très important, c'est l'évolution des taux depuis 2022 et notamment la hausse historique constatée en 2022, comme vous le voyez sur ce graphique. En 2022, on a commencé l'année avec des taux très légèrement positifs. On a fini l'année avec des taux supérieurs à 3%, donc une hausse de 300 bips sur l'année 2022. Avant 2022, on était dans un régime de taux bas, voire taux négatif. Et depuis 2022, on est dans un régime de taux à 3%, qu'on peut qualifier de taux moyen. Ensuite, sur le graphique, vous pourriez voir aussi l'écart entre l'OAT et le taux swap. Sans surprise, il y a un décrochage de l'OAT depuis 2024, lié notamment à la situation économique de la France, mais aussi renforcé par le contexte économique. Enfin, suite à cette hausse historique des taux, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a mené des contrôles afin de comprendre comment les organismes avaient réagi face à cette hausse historique de taux. Et notamment, c'est un contrôle axé sur la gouvernance pour comprendre quelles décisions ont été prises déjà en amont
de cette hausse des taux? Quelles décisions ont été prises pendant la remontée des taux, aussi bien à l'actif, en termes d'allocation, aussi bien au passif? Sur la base de quels indicateurs? Et aussi, comment ces futures décisions de gestion, excusez-moi, ont été validées par différentes instances de gouvernance. Dernier élément de contexte, je voudrais faire des rappels très rapides sur les attentes réglementaires concernant ces gestions de risque de taux. Donc, des attentes, on peut les qualifier d'étendues, mais peu prescriptives. D'abord, il y a le niveau 1 qui est transposé effectivement dans le Code des assurances. On indique justement le système de gestion des risques de taux, le système de gestion des risques, excusez-moi, doit couvrir plusieurs domaines, et notamment la gestion actif-passif et la gestion du risque de liquidité. Le niveau 2 vient préciser ce Code des assurances en disant que la gestion actif-passif couvre notamment l'asymétrie structurelle entre les actifs et les passifs, en particulier leur asymétrie de duration. On va revenir sur la duration dans la suite. Et toute dépendance entre le risque lié aux différentes catégories d'actifs et de passifs. Donc là, on parle de gestion, notamment actif-passif et ses interactions. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous souhaitons vous présenter 7 points d'attention, des points d'attention qui sont des points en fait communs, qui ont été relevés chez plusieurs organismes pendant les contrôles sur place. 5 points d'attention concernent le risque de taux. Voilà, le premier concernant la duration, puis le mouvement non parallèle de la courbe de taux, enfin la gouvernance, l'ORSA, et enfin les mandats de gestion. Je reviendrai bien sûr en détail sur chacun de ces points. Et 2 points concernant le risque de liquidité, notamment les besoins de liquidité et la vente forcée d'actifs. Je voudrais revenir aussi sur ce que ça signifie gérer le risque de taux. Pour bien mettre les idées en place, je voudrais préciser que gérer le risque de taux, ce n'est pas forcément minimiser le risque de taux, ce n'est pas se couvrir. Le rôle d'un assureur, c'est de prendre du risque, ou en tout cas de sélectionner le risque qu'il souhaite garder dans le bilan. Ça veut dire de définir le niveau de risque acceptable, notamment en lien, notre part, à sa richesse, mais aussi avec son cadre d'appétence au risque, et de savoir sur quel risque il souhaite se couvrir, et sortir du bilan, externaliser du bilan, et quel risque il souhaite garder dans le bilan. Donc, pour gérer ce risque de taux, on va s'appuyer sur des indicateurs. Le premier d'entre eux étant la duration, qui dans la duration, comme vous le savez, c'est la durée moyenne des flux. On va calculer notamment la duration à l'actif, au passif, et l'écart de duration, ce fameux gap de duration. Maintenant, commençons par le premier point d'attention, qui est justement sur l'indicateur de duration. Le calcul de la duration va proposer donc sur des hypothèses structurantes, et suivant les hypothèses retenues, on va avoir une vision du risque très différente. Là, j'ai listé dans le tableau un certain nombre d'hypothèses structurantes, elles ne sont pas exhaustives. La première hypothèse peut être quelle courbe de taux retenir. Est-ce qu'on a intérêt à retenir une courbe de marché ou une courbe réglementaire de type EIOBA? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, tout dépend de la vision du risque qu'on va avoir, soit une vision économique ou réglementaire. De la même chose, les périmètres des actifs. Sur la partie obligataire, il est facile de calculer une duration, parce qu'on connaît les flux obligataires. Par contre, sur la partie du portefeuille risqué, je pense notamment au portefeuille actions immobilier, c'est plus délicat d'estimer une duration. Donc, effectivement, on peut choisir de se concentrer sur la partie obligataire, notamment si la partie du portefeuille risqué est faible comparée à la partie obligataire. Ou aussi, on peut voir une vision globale en considérant aussi des flux, notamment des non obligataires, c'est-à-dire notamment les dividendes et loyers, si ça intervient dans la stratégie et contribue une part importante du rendement récurrent. Enfin, concernant les périmètres des actifs, des passifs, excusez-moi, la grande question qu'on peut se poser quand on calcule une duration du passif, c'est est-ce qu'il faut prendre les primes nouvelles, la nouvelle production? Sachant que la nouvelle production contribue forcément à la duration, mais la nouvelle production n'est jamais certaine. Notamment en cas de choc, on peut avoir une diminution importante de ces nouvelles productions. Donc, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, tout dépend effectivement de la vision du risque qu'on souhaite avoir. Et enfin, le dernier point important, c'est la modélisation des options des passifs. Donc là, je parle des différentes optionnalités qu'il y a dans les meilleures estimations. On peut parler du taux garanti, de la participation au bénéfice, mais surtout aussi des rachats structurels, voire dynamiques. Comme vous savez, toutes ces optionnalités sont calculées à partir d'une modélisation stochastique, c'est ce qu'on appelle le best estimate en vie, pour prendre en compte les options et garanties des engagements d'assurance vie. Mais une autre solution pour calculer la duration, on peut s'appuyer aussi sur une modélisation déterministe, type équivalent certain. Donc, toujours la même chose. Souhaitons-nous prendre
en compte les optionnalités ou non. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise hypothèse. Toutes les hypothèses sont acceptables du moment où elles sont justifiées. Par contre, une phrase que j'aime bien, c'est que tous les modèles sont faux, certains sont utiles. On pourrait dire la même chose pour les hypothèses. Toutes les hypothèses sont une simplification de la réalité, mais certains sont utiles. Et il faut retenir les hypothèses pertinentes. Laissez-moi prendre un exemple. Par exemple, si je considère un passif qui est très sensible au risque de rachat. J'ai par exemple en tête certains passifs ou de contrats de produits haut de gamme, type d'assurance vie luxembourgeoise. On peut observer des taux de rachat très importants. On a observé en 2023 sur certains de ces produits des taux de rachat de 20 à 30%. Effectivement, dans ce cas-là, calculer la duration sans prendre en compte ces rachats potentiels pourrait sous-estimer le risque de duration. Si effectivement on est dans un scénario déterministe central, on ne va pas capter effectivement les flux de rachat dynamiques qu'on pourrait capter dans une vision dynamique effectivement et stochastique. Donc c'est pour ça, tout dépend de la vision qu'on va avoir et tout dépend du risque qu'on veut calculer. Donc tout le premier point d'attention, c'est que la gestion du risque de taux doit reposer sur un indicateur de duration de l'actif et du passif, prenant en compte les optionnalités du passif, notamment les rachats dynamiques, si l'impact de ces derniers est significatif. Donc là, on parle bien du principe de proportionnalité. Effectivement, s'il n'y a pas d'impact ou un passif est peu sensible au risque de rachat, on ne va pas prendre en compte effectivement les rachats dynamiques. La duration, c'est un indicateur important. Après, il présente certaines limites. Notamment, la duration ne va pas capturer l'impact des mouvements parallèles, va capturer uniquement l'impact des mouvements parallèles à la courbe de taux. Autrement dit, tous les mouvements non parallèles, on peut avoir en tête les mouvements de courbure, les mouvements d'aplatissement, ou aussi les mouvements de pontification qu'on a observés en 2025, avec la baisse des taux courts et le maintien des taux longs, on a observé des pontifications. Tous ces mouvements ne sont pas capturés par la duration. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la duration, c'est un indicateur moyen. Et la moyenne, c'est un indicateur très important, mais qui ne prend pas en compte la complexité de la réalité. Il y a une image que j'aime bien, c'est que quand on a la tête dans le four et les pieds dans le congélateur, en moyenne, on a la bonne température. Si je transpose cette image, effectivement, dans le cas d'une risque de taux, si on investit 50%, la moitié de ton actif en trésorerie et l'autre moitié à 20 ans, en moyenne, on a une duration de 10 ans. Mais on voit bien que ce n'est peut-être pas la meilleure allocation d'actifs pour adosser un passif qui serait un unique flux à 10 ans. Donc c'est pour ça qu'on attend une analyse aussi des mouvements non parallèles de la courbe de taux, au-delà de la duration. Il y a différentes approches, on peut utiliser sensibilité. On peut aussi regarder les adossements actifs-passifs par intervalle de maturité. Donc dans le cas un peu théorique que j'ai pris, on verrait que sur le court terme, on aurait uniquement un flux d'actifs, donc un excès d'actifs par rapport au passif, et que sur un intervalle centré autour de 10 ans, on aurait plutôt un déficit actif parce qu'on n'aurait pas d'actifs par rapport aux engagements qu'on a, un flux de passif sur 10 ans. Donc, tout le second point d'attention, que les évaluations du risque de taux ne se limitent pas à l'anticipation des mouvements parallèles de la courbe de taux, mais aussi prend en compte, vous avez bien compris, les mouvements non parallèles, type pontification ou aplatissement. Le troisième point qu'on voulait vous présenter aujourd'hui est un point très général, c'est franchement un point de bon sens, il pourrait s'appliquer à n'importe quel type de risque. En l'occurrence, on a observé des lacunes sur les indicateurs, effectivement, dans le contrôle des risques de taux, mais c'est, on va dire, des lapalissades, c'est-à-dire que les indicateurs retenus dans le cadre d'appétence au risque ne sont pas systématiquement adaptés au profil. Voilà. Le premier constat, c'est la pertinence des indicateurs qui ne sont pas forcément pertinents. Deuxième constat, c'est la remontée d'informations, notamment, c'est les limites de risque qui ne sont pas toujours approuvées et remontées jusqu'aux organes de gouvernance. Donc, pour pallier ces deux manquements, effectivement, les attentes de l'autorité sont d'une part que, je veux dire, c'est une lapalissade, mais que les indicateurs risque de taux approuvés sont pertinents en regard du profil de risque. Comme je vous l'ai dit, ça pourrait s'appliquer à tous les indicateurs et à tous les risques. Et que ces indicateurs sont suivis, bien sûr, régulièrement, sont présentés effectivement de manière pertinente aux organes de gouvernance. Donc, je dois peut-être insister sur ce que veut dire de manière pertinente. Il faut effectivement que le niveau d'information remonté soit adapté au comité. Par exemple, pour un comité technique, comme un comité actif-passif, on a une information très détaillée, effectivement, pour porter et pour amener la discussion. Par contre, si on s'adresse effectivement aux instances de plus haut niveau, comme un conseil d'administration, bien sûr, l'information remontée doit être plus synthétique et moins détaillée. D'où le troisième point d'attention, c'est que l'organisme doit mesurer et encadrer en continu le risque de taux à l'aide d'indicateurs pertinents, régulièrement suivis
et présentée aux organes de gouvernance. Le quatrième point concerne l'ORSA. Donc, comme vous savez, l'ORSA, c'est un outil d'aide à la décision. Alors, l'ORSA, ce n'est pas uniquement un exercice pour faire plaisir à l'autorité, même si on est très content de lire vos rapports ORSA et il y a beaucoup d'informations souvent. L'ORSA doit être partie intégrante effectivement du processus de décision et ça ne doit pas être une fin en soi. Il doit avoir une boucle de rétroaction pour que les conclusions de l'ORSA aident à la prise de décision. Malheureusement, lors des contrôles, on a observé que plusieurs exercices ORSA n'étaient pas suffisamment utilisés comme un outil d'aide à la décision. Notamment parce que l'ORSA ne permet pas une meilleure compréhension du risque de taux. Et cela pour deux raisons. La première raison, c'est dans certains ORSA, on était étonnés, mais il n'y avait pas de scénario de taux. C'est quand même assez étonnant. Voilà. Et la deuxième raison, c'est que quand il y avait des scénarios de taux, quelquefois, ils n'étaient pas assez sévères, notamment par rapport au choc historique qu'on a pu constater. Donc, les attentes sont que les scénarios effectivement utilisés dans l'ORSA sont adaptés au profil de risque, dont le point d'attention numéro 4. L'ORSA doit mieux comprendre effectivement, peut permettre de mieux comprendre la nature du risque de taux, à l'aide d'indicateurs donc adaptés, toujours au profil de risque. Le point suivant et le dernier point concernant le risque de taux concerne les mandats de gestion. Effectivement, qui dit gestion active passive dit aussi stratégie d'allocation. Les acteurs clés de ces stratégies d'allocation, ce sont les gestionnaires actifs. Les gestionnaires actifs qui sont chargés donc de mettre en musique la stratégie d'allocation. Et pour la mettre en musique, il faut des orientations précises, une feuille de route précise. Malheureusement, quand on regardait certains mandats de gestion, ce n'est pas le cas de tous, mais il y avait peu d'informations, des informations assez lacunaires. Et les informations n'étaient pas toujours suffisantes, effectivement, pour respecter ces allocations stratégiques. Donc l'attente, c'est que les mandats de gestion, qui sont quand même la fondation de la relation que vous avez avec le gestionnaire actif et le mandat que vous donnez effectivement à gestionnaire actif, contiennent toutes les informations pertinentes. Notamment, on a indiqué certaines, des cibles de duration. Dans un mandat de taux, effectivement, on attend qu'il y ait indiqué la cible de duration d'un mandat de gestion, ou aussi des objectifs, comme par exemple les maturités préférentielles d'investissement ou les règles d'utilisation de la réserve de capitalisation. Voilà. Donc, d'où le point d'intention numéro 5, qui est les mandats de gestion encadrent l'externalisation de la gestion d'actifs en précisant les informations nécessaires donc pour atteindre ces objectifs d'adossement actif-passif. Après ces 5 premiers points sur le risque de taux, je voudrais présenter 2 nouveaux points d'attention sur le risque de liquidité. Alors, le risque de liquidité, c'est comme le risque de taux, c'est un risque actif-passif. Alors, comment on pourrait le définir, ce risque de liquidité? En fait, c'est avant tout un risque d'inadéquation entre l'actif et le passif. Effectivement, c'est le risque de ne pas disposer de suffisamment de ressources. Quand on parle de ressources, on parle bien des actifs liquides, pour faire face à ces engagements. Donc, les attentes réglementaires concernant le risque de liquidité, elles sont précisées dans le niveau 2, donc le règlement délégué, qui dit que la gestion du risque de liquidité doit inclure notamment les mesures à prendre pour tenir compte du risque de liquidité, tant à court qu'à long terme. Aussi, le caractère approprié de la composition des actifs, notamment on pense à la duration des actifs, à la liquidité des actifs, et enfin, le plan de réaction aux variations des entrées et de sorties de trésorerie attendues. Donc, le plan de réaction qui peut être appelé aussi plan de liquidité dans certains cas. Donc, le premier point sur le risque de liquidité, c'est qu'on a constaté des approches assez diverses pendant nos contrôles pour analyser ce risque de liquidité, mais plusieurs de ces approches ne permettent pas de avoir une vision holistique sur le risque de liquidité. Parce que certaines approches se concentraient, par exemple, uniquement sur la partie active. C'est le cas de certaines métriques, effectivement, où une des approches rencontrées, c'est on estime le pourcentage d'actifs pouvant être vendus dans un temps donné. C'est un très bon indicateur, on n'a rien à dire sur cet indicateur, mais cet indicateur a certaines limites s'il n'est pas complété par d'autres analyses, parce que cet indicateur se concentre sur la partie active, et comme j'ai dit, le risque de liquidité, c'est une adéquation entre l'actif et le passif. Avoir 40% de son actif liquide, c'est peut-être très bien, mais ça dépend si en face, on a un passif rachetable ou pas rachetable. S'il n'est pas rachetable, c'est même trop peut-être, mais s'il est rachetable et on fait face à des risques de rachat importants, peut-être dans cette situation, ça ne pourrait pas être suffisant. Une autre approche rencontrée pour analyser le risque de liquidité, c'est la projection des flux d'actifs et de passifs dans un scénario central. C'est aussi une très bonne approche, mais si on ne regarde pas ce qui se passe en situation stressée, on peut aussi sous-estimer les besoins de liquidité à court terme. Donc, les attentes de la CPR, c'est que tous les besoins de liquidité soient identifiés. Et notamment les besoins de liquidité, j'ai envie de dire, un peu cachés.
Notamment, on s'est rendu compte qu'il y avait quelques oublis, effectivement, de l'identification de ces besoins de liquidité, notamment sur la partie actif. Quand on parle d'actif, on pense plus aux ressources. Mais l'actif peut être aussi appelé peut-être des besoins de liquidité, notamment en cas de scénario stressé, sur les appels de marge liés aux produits dérivés et aussi sur le repo, donc les mises en pension ou les prêts de titres. Donc effectivement, quand le marché se grippe ou quand il y a des décalages de marché, notamment avec l'argumentation féminine, vous savez qu'il y a des appels de marge pratiquement quotidiens sur la plupart des produits dérivés. Ces sources de besoins de liquidité, il faut de l'argent, voilà, pour couvrir ces besoins. La même chose côté passif, c'est plus habituel d'avoir des besoins de liquidité côté passif parce qu'on a des engagements importants sous la sortie du fonds euro, mais quelquefois ces besoins augmentent de façon conjoncturelle, notamment en prenant les rachats dynamiques conjoncturels. Et enfin, sur les rachats des UC peu liquides, vous savez qu'on a connu effectivement une période où il y a plusieurs UC immobilières, notamment de type SCPI, qui étaient très peu liquides. Comme l'assureur doit assurer la liquidité, dans ce schéma d'assureur, c'est le fonds euro qui rachetait ses actifs. Donc pour racheter ses actifs effectivement dans le fonds euro, il faut aussi de l'argent sonnant et trébuchant, donc des liquidités. Donc c'est pour ça que c'est important d'identifier les besoins de liquidité à tout niveau, à l'actif et au passif, d'où le point numéro 6. Le risque de liquidité doit tenir compte des engagements, de l'ensemble des engagements au passif et aussi à l'actif. Et enfin, le dernier point concerne plutôt le côté réaliste quand on fait des analyses de liquidité. Effectivement, on attend un plan de liquidité pas trop théorique et assez réaliste. Alors, dans certaines approches, on n'avait que des choses relativement théoriques, en disant que l'organisme était capable de vendre la moitié de son portefeuille obligataire, mais avec des décotes tellement importantes, mais on ne prenait pas en compte l'impact de ces moins-values obligataires sur notamment la réserve de capitalisation, qui va être diminuée en cas de moins-value obligataire. Si la réserve de capitalisation n'est pas suffisante pour absorber ces moins-values obligataires, on va avoir un impact sur le taux de rendement de l'actif, et donc sur le taux servi, et au final, sur les rachats. Donc, voilà. Donc ces mécanismes, effectivement, comptables et réglementaires, ne sont pas forcément pris en compte en cas de vente forcée de dette. Et aussi, il y a une autre exigence, c'est comme vous le savez, la plupart d'entre vous en France utilisent la correction pour volatilité ou volatility adjustment en anglais. Et quand on utilise ce mécanisme contracyclique, on doit respecter un article du Code de l'assurance, c'est-à-dire on doit évaluer les conséquences potentielles d'une vente forcée d'actifs et transmettre cette évaluation à la CPR. On s'est rendu compte que cette exigence était rarement respectée par les organismes. Donc voilà, on attend, pour résumer, d'une part un plan de liquidité réaliste qui prend en compte tous les impacts, et en cas d'utilisation de la correction pour volatilité, on attend l'analyse effectivement des conséquences du vente forcée d'actifs. Peut-être je voudrais revenir sur ce point-là. Pourquoi, quand on utilise cette correction pour volatilité, on doit estimer les conséquences du vente forcée d'actifs? En fait, légitimement, économiquement, c'est la correction pour volatilité, qui est cette prime qu'on rajoute à la courbe de taux sans risque pour actualiser les passifs. Excusez-moi, cette prime, effectivement, elle est justifiée économiquement uniquement si on détient les obligations jusqu'à maturité. Si on est obligé de les vendre pour des raisons de liquidité, économiquement parlant, il n'est pas légitime d'avoir recours à cette prime et de d'augmenter les facteurs d'actualisation des passifs. Donc, tout le dernier point d'attention, que la gestion du risque de liquidité doit tenir compte effectivement de tous les impacts prudentiels et comptables, notamment en cas de vente forcée d'actifs. J'arrive à la fin de mon propos. Voilà, donc là, j'ai résumé, je ne vais pas repasser les 7 points d'attention. Sur ces 7 points d'attention, comme je vous ai dit, c'est des points d'attention communs à l'ensemble, à plusieurs organismes, pas à l'ensemble des organismes. On se doute que si on a trouvé ces points d'attention sur certains organismes, il est probable que chez d'autres organismes, ça soit le cas. Et aujourd'hui, on voulait partager ces points d'attention justement pour que les organismes veillent effectivement à se conformer à ces attentes et à ces points d'attention. Je vais maintenant passer la parole à Raphaël Alexandre sur la deuxième partie. Merci Marc, bonjour à tous. Je vais vous restituer les conclusions que nous avons eues sur l'enquête qui a porté sur la modélisation des rachats. Donc en 2024, c'était annoncé dans le programme de l'autorité, nous avons conduit une enquête sur la modélisation des rachats. Donc elle avait un périmètre assez large. Premièrement,
le calcul de la meilleure estimation, évidemment, avec la modélisation des rachats, qui soient structurels ou conjoncturels, mais aussi les arbitrages. Deuxièmement, le calcul du SCR, et notamment le SCR de cessation et son scénario de cessation de masse. Et enfin, troisièmement, la prise en compte dans l'ORSA de scénarios de stress de rachat. Donc pour cette enquête, l'essentiel du marché en épargne individuelle a été interrogé. Nous avons interrogé 56 organismes. Ça représentait plus de 1000 milliards d'euros d'encours à fin 2023. Et parmi ces 56 organismes, on a eu 15 pour lesquels nous avons donné un questionnaire plus détaillé afin d'obtenir plus d'informations. Et ces 15 organismes à eux seuls représentaient déjà plus de 900 milliards d'euros d'encours. Nos principaux constats sur cette enquête, ils concernent les rachats conjoncturels. Et donc, ce que nous avons constaté, c'est que la modélisation des rachats conjoncturels, elle conduit à des niveaux de provisionnement hétérogènes entre les organismes. Et à titre d'illustration, ce que nous avons vu, c'est que les rachats conjoncturels seuls peuvent représenter jusqu'à 2% de la meilleure estimation. Notre premier point d'attention, il est sur le taux attendu par les assurés. Alors, pour un rappel simple sur le fonctionnement des rachats conjoncturels, donc il s'active lorsqu'il y a un écart qui devient insuffisant entre l'attente de l'assuré d'une part, donc ça va être le taux attendu, et la revalorisation de son épargne, ce qui est le taux servi. Donc le taux attendu dans la modélisation de la meilleure estimation, ça représente l'attente des assurés. Donc ça dépend à la fois du scénario économique et du pas de temps. Les assurés, la raison économique, c'est que les assurés peuvent chercher à optimiser la performance de leur épargne et donc à comparer leur assurance vie par rapport à d'autres placements. En surcroît de ce taux, donc les rachats conjoncturels, on a l'attente des assurés et puis il y a une élasticité au rachat conjoncturel. C'est-à-dire qu'on peut avoir des seuils de déclenchement qui ne sont pas nuls. C'est-à-dire que par exemple, pour la hausse des rachats, on peut attendre à une différence jusqu'à 2% entre le taux attendu et le taux servi pour voir le premier euro de rachat conjoncturel. Ce que nous avons vu dans l'enquête, c'est que les organismes interrogés, ils retiennent des modélisations qui sont parfois simples et prudentes. Parfois, elles sont complexes. Alors, quand elles sont complexes, on a vu qu'elles reflètent davantage la stratégie de concurrents directs, donc par exemple des assureurs vie anciens ou nouveaux sur le marché. La contrepartie de cela, c'est que peut-être ça ne reflète plus l'attente des assurés et ça peut manquer d'une vision globale s'il n'y a pas de prise en compte d'acteurs qui ne sont pas des assureurs et vers lesquels les assurés pourraient aussi se tourner. En 2013, lors de la publication des orientations nationales complémentaires, ce qui avait été proposé comme taux attendu dans le texte, c'est le taux moyen d'emprunt d'État. Ce que nous avons constaté, en demandant des chiffres plus précis, c'est que certains organismes, ils affichent, pour 2024, qui était la première année de projection pour l'enquête, des taux attendus faibles. Donc, par exemple, nous avons vu des taux attendus même inférieurs à 1,5%, ce qui pour 2024 est de manière flagrante très bas. Donc notre point d'attention est le suivant, le taux attendu devrait être proche du taux d'un produit financier ou d'une combinaison de produits financiers, et donc par exemple le taux 10 ans, le taux du livret A, ainsi de suite. Notre deuxième attention, elle a porté sur les futures décisions de gestion relatives à la participation aux bénéfices. C'est évidemment lié au rachat conjoncturel, puisque vous avez vu que ça faisait jouer le taux servi. Et donc, pour la modélisation de la participation bénéfice, il faut des futures décisions de gestion, ça c'est nécessaire, et elles ont un impact très significatif sur la meilleure estimation. Il y a déjà des points qui sont abordés dans la notice de la CPR sur les ratios prudentiels, en particulier le point 55, qui prévoit que la modélisation doit être cohérente avec la pratique de l'organisme. Ce que nous avons constaté, c'est parfois l'application de futures décisions de gestion sur certains scénarios et sans réflexion globale, et ça, ce n'est pas acceptable, notamment lorsque les conditions économiques et l'application d'une telle future décision de gestion ne se sont jamais produites. Donc notre point d'attention, il est dans cette lignée, c'est que les futures décisions de gestion sur la distribution des richesses, appliquées uniquement sur certains scénarios défavorables, ne sont acceptables que si elles sont conformes effectivement aux pratiques de l'organisme. Pour la modélisation des arbitrages, peut-être on peut commencer par identifier 3 types d'arbitrages qui peuvent intervenir dans la modélisation, et qui sont vraiment liés économiquement à 3 arbitrages différents. Tout d'abord, il y a des arbitrages qui peuvent être dus à des profils ou à des mandats de gestion qui sont des éléments contractuels signés avec les assurés, donc par exemple les gestions déléguées, les gestions à horizon, les arbitrages automatiques. Deuxième source d'arbitrage, il y a certains produits en unité de compte, lorsqu'ils arrivent à échéance, ils sont automatiquement rebasculés en fonds en euros.
Et troisième source d'arbitrage, cette fois, c'est la décision de l'assuré. Il décide d'exercer son option d'arbitrage. Sur ces décisions des preneurs d'exercer l'option, ça dépend de raisons économiques complexes de manière flagrante. Pour donner quelques données chiffrées, 22 organismes déclarent modéliser des arbitrages, mais 20 organismes ne modélisent pas d'arbitrage alors même qu'ils ont des encours significatifs sous gestion. En termes de volume, les arbitrages automatiques, donc la première ou la deuxième nature, donc soit les profils mandats, soit les arrivées à échéance, peuvent être significatifs en volume, notamment les vagues récentes de commercialisation du C à échéance, où on s'attend à avoir des volumes d'arbitrage futurs. Pour les arbitrages comportementaux, même si on essaye de les qualifier structurellement, ils ne sont pas faciles à justifier, car la plupart des arbitrages, comment estimer ceux qui sont dus à la conjoncture et ceux qui ne le sont pas? En effet, contrairement aux rachats, ils ne sont pas forcément liés à un besoin de financement. Donc, on ne va pas voir à la manière des rachats un arbitrage pour aller financer tel emprunt. Une déception sur le fonds en euros en termes de modélisation, ça sera déjà pris en compte par les rachats conjoncturels. Donc, ce point-là, il est déjà modélisé. Et troisièmement, une déception sur les unités de compte, ça va être très difficile à modéliser, en particulier parce que l'assuré il accepte le risque de rendement sur les unités de compte de manière générale. Donc, notre point d'intention, il est en deux volets. Le premier, c'est que la modélisation des arbitrages contractuels est due à l'échéance de produits, c'est une bonne pratique. Et le deuxième volet, c'est que la modélisation des arbitrages comportementaux, elle devrait être prudente afin de ne pas sous-estimer la meilleure estimation, sachant que l'absence de modélisation de ces arbitrages pouvant être prudente en l'absence de données fiables et objectives. Pour l'horizon de projection, alors c'est une petite surprise de l'enquête, parce que ce n'était pas dans le scope précis initial. Donc, pour rappel, le calcul de la meilleure estimation, elle se fait en évaluant des scénarios jusqu'à un horizon temporel fixé. Ensuite, au-delà de ça, il faut solder les engagements restants. Et donc là, on peut suivre les points 83, 84, 85 de la notice ACPR qui prescrit de manière assez précise comment il faut répartir les engagements restants. Et ces engagements qui sont soldés en fin de projection, ils contribuent à l'incertitude sur la meilleure estimation, notamment parce que le coût des frais et le coût des garanties financières, lui, il n'est pas projeté, il n'est pas inclus dans la valeur comptable des engagements, et l'évolution des encours elle-même n'est plus projetée, donc de fait, la projection des frais et des garanties, du coup, ne peut pas être fiablement déterminée. Le point 82 de la notice de la CPR, elle demande à ce que les flux résiduels soient non significatifs. Et ce que nous avons constaté dans l'enquête, c'est que parfois, les encours restants en fin de projection représentent encore plus de 10% des encours initiaux. Donc, notre point d'intention est le suivant. Si les engagements moyens restants en fin de projection représentent plus de 10% des engagements totaux initiaux, alors les flux résiduels en fin de projection sont significatifs et l'horizon de projection devrait être revu. Enfin, pour conclure, notre dernier point d'intention, il est sur l'ORSA. Donc, Marc nous l'a rappelé tout à l'heure, mais l'ORSA, ça permet d'analyser le profil de risque pour les organismes. Et donc, la notice prévoit qu'il faut effectuer des scénarios de stress, notamment le point 21. Ils permettent de tester la solvabilité de l'organisme. Ils permettent aussi de tester la pertinence du système de gestion des risques, vérifier que les indicateurs alertent au bon moment, que les risques sont bien perçus par le système. En contexte de taux élevés et de moins-value latente, le fait est que les rachats forment un risque sévère pour tout assureur vie pour lequel l'épargne est une activité principale. Pourtant, nous avons constaté que près de 25% des organismes interrogés n'effectuent aucun scénario de stress sur les rachats pour leur ORSA. Donc, notre point d'intention, c'est le suivant. L'évaluation d'un scénario de stress sur les niveaux de cessation, notamment les rachats, pour l'UIRS, à un niveau sévère est nécessaire pour les organismes pour lesquels le risque de rachat est pertinent. Ce qui conclut les points d'intention pour l'enquête. Merci Raphaël, merci Marc pour votre présentation. Donc maintenant, nous allons bientôt passer au temps des questions. Donc, je vous invite à appuyer sur le petit bouton en haut à droite, je pense. Il y a un petit point d'interrogation, une petite bulle sur votre écran qui apparaît. Donc, on sera ravis voilà, de les prendre. C'est un petit peu le but de la manœuvre, c'est d'échanger
avec vous. Alors, soit parce que il y a certains points qui méritent des éclaircissements, ou parce que voilà, vous êtes surpris, ou ça vous semble pas du tout conforme à, je dirais, à ce qui peut se pratiquer au quotidien. C'est vraiment le moment d'en discuter ensemble. Moi, quand même, peut-être mon petit message, hein, comme vous le voyez, à l'occasion de ces travaux, on est vraiment revenu sur les fondamentaux de la bonne gestion actif-passif, et c'était bien tout le sens de la démarche. Pour un assureur vie, la gestion du risque de taux, c'est vraiment absolument essentiel, et Marc l'a très bien rappelé au début de sa présentation. Ce qui s'est passé sur les 3-4 dernières années nous a montré qu'effectivement, ce n'est pas nécessairement un long fleuve tranquille. Et donc, ça peut être un risque tout à fait significatif que le marché français a su, dans l'ensemble, bien gérer. Mais ça, ce qui signifie qu'il faut pouvoir l'identifier, le mesurer et prendre les mesures pratico-pratiques qui s'imposent, voilà, pour y faire face. D'où l'importance, je dirais, de ces points d'attention qui, quand même, dans l'ensemble, ne sont pas des points d'attention, j'ai envie de vous dire, calculatoires, hein. On est vraiment sur la gestion des risques au quotidien. Et en particulier, je dirais, sur le type de message qu'on doit faire remonter aux organes de gouvernance, et ceci jusqu'au conseil d'administration, quand ces risques sont significatifs. Peut-être l'autre point que je voulais souligner, il ne vous aura pas échappé lors de la présentation de Marc, qu'il y a toujours une petite tension entre la modélisation et, je dirais, la prise en compte du risque de liquidité versus le risque de taux. Pourquoi? Parce que Marc l'a très bien expliqué, risque de taux signifie se poser la question de la duration des passifs. Mais bien sûr, si on suppose, voilà, que les passifs vont s'écouler plus ou moins rapidement, on est plus ou moins exposé au risque de liquidité. Donc, il faut trouver un juste milieu, j'ai envie de vous dire, entre une prise en compte suffisamment réaliste, hein, du profil des passifs, parce que sinon, on ne va pas réussir à réduire voilà, ce fameux gap de duration. Mais en même temps, il faut pouvoir être en mesure d'agir rapidement, mobiliser des actifs si jamais il y a un risque de liquidité qui se profile. Et la manifestation la plus, je dirais, courante et naturelle de ce risque de liquidité, ça va être notamment ces fameux rachats, d'où je dirais tout le lien avec la deuxième partie de cet exposé, la présentation de Raphaël. Donc, sur ce, je pense qu'on va pouvoir passer au temps de questions. Donc, les responsables de notre cellule modèle interne, je crois, vont faire office de lecteurs des questions. Donc, je vais me tourner vers eux. Bonjour, donc on a des premières questions sur la gestion du risque de taux. Première question, quand vous parlez de duration, parlez-vous de la duration de Macaulay ou de duration modifiée? Donc, merci pour la question. Donc, effectivement, là, dans la présentation, j'ai parlé uniquement de duration, je n'ai pas précisé, mais ce qui m'intéresse, c'est la duration modifiée, en fait, ce qui s'appelle la sensibilité, même en français, parce que ça va permettre de prendre, effectivement, la vraie dynamique, en fait, par rapport au taux. La duration de Macaulay, dans certains cas, n'est pas assez réactive, effectivement, parce que la duration de Macaulay, c'est juste une durée de vie des flux. Elle ne prend pas en compte la dynamique des taux. Donc, c'est bien une duration modifiée, même si je ne l'ai pas précisé dans les présentations. Une sensibilité. Autre question, que pensez-vous des justifications à apporter pour l'utilisation du volet du biais, alors que la révision S2 remet à plat un grand pan de son calcul, et en particulier les hypothèses sous-jacentes, dont les conséquences d'une vente forcée d'actifs? C'est vrai que sur la correction pour volatilité, les exigences formulées dans la première version de CBT 2 étaient pas complètement très précises, en fait. C'était pas forcément très clair. Effectivement, plus d'organismes ont répondu, j'ai envie de dire, à ces exigences, vu qu'elles n'étaient pas si limpides que ça. Donc, d'où la nécessité, effectivement, dans la revue 2020, de remettre à plat, effectivement, cette exigence et apporter des précisions, et même peut-être relâcher certaines de ces exigences qui étaient en fait assez quand même hautes. La barre était haute, mais en fait, on s'est rendu compte que
comme elle n'était pas forcément précise, le marché avait du mal à effectivement produire les analyses demandées. Donc, d'où effectivement la remise à plat. Et peut-être on a mis la barre un peu moins haute dans la revue 2020, je l'accorde. On a aussi quelques questions donc, sur les rachats. Concernant les rachats conjoncturels et les arbitrages, il y a une problématique de données disponibles qui ne permet pas un calibrage fiable. Avez-vous des recommandations à ce sujet? Donc effectivement, et notamment pour les rachats conjoncturels, c'est vrai qu'on constate qu'il y a très peu de points historiques, notamment parce que la loi qui est proposée dans les orientations nationales complémentaires, elle se déclenche à des niveaux de différence très importantes. Donc, par exemple, même si on a connu une forte hausse des taux, on n'a pas eu des points où la différence entre le taux attendu par les assurés et les taux servis était supérieure à 2%, 3%, 4%. Ce n'est pas des choses qu'on a constatées, parce que l'industrie a suivi la hausse des taux. L'approche que les ONC proposent se veut prudente, justement en dépit de données suffisamment fiables, objectives et nombreuses. Pour les arbitrages, c'est également le sens de notre point d'attention, à savoir que la modélisation des arbitrages comportementaux, donc ceux vraiment qui sont à la main des assurés, en dépit d'une connaissance très très explicite de pourquoi les assurés rachètent et arbitrent et pourquoi ce ne sont pas des rachats, cela, on considère qu'effectivement, il faut avoir une approche prudente par principe. Faut-il prendre en compte les avantages fiscaux pour l'évaluation des rachats conjoncturels? Donc, a priori, toutes les personnes, y compris celles, j'ai envie de dire, qui sont très âgées, qui ont des avantages fiscaux à maintenir leur assurance vie, ont l'option de rachat. Et donc, tant que l'option de rachat existe, quelque part, il faut la modéliser. Maintenant, la proposition des ONC, elle donne un large champ de lois possibles, avec des lois plus ou moins dynamiques en termes de déclenchement de rachat conjoncturel. Et donc, effectivement, ce qu'on peut s'attendre en termes d'analyse, c'est que le taux attendu, c'est quelque part le phare ou la lanterne qui donne la direction dans laquelle l'attente des assurés se place. Mais après, il y a l'élasticité de l'assuré à déclencher son rachat conjoncturel. Et ce paramètre d'élasticité, il est déjà prévu dans les ONC. Et donc, effectivement, le choix de ce paramètre peut dépendre des assurés qui sont en portefeuille. Pourriez-vous indiquer quelles sont les principales variables que vous voyez utiliser sur le marché pour la modélisation des rachats structurels? Pour les rachats structurels, donc effectivement, là, on a en face de nous des lois statistiques donc, qui sont calibrées par rapport à des variables explicatives. Donc, les principales variables explicatives, la première, la plus évidente, c'est l'ancienneté du contrat. C'est quelle est l'ancienneté au sens fiscal du terme du contrat, parce qu'on sait qu'il y a des pics de rachat quand on passe les barrières fiscales. Ensuite, on a une deuxième catégorie de variables qui sont en termes commerciaux, donc le type de produit, le type de support, le type de réseau de commercialisation. Et puis enfin, on peut aussi avoir la garantie financière qui est proposée, donc par exemple le taux minimum garanti. Autre question, sur la conséquence d'une vente forcée d'actifs, pourriez-vous préciser le format des informations attendues dans un plan de liquidité et les conséquences d'une vente forcée d'actifs? Est-il envisageable d'avoir un format standard de remise? Alors, sur le plan de liquidité, effectivement, toujours ce qui, dans la directive aujourd'hui, dans la réglementation actuelle, n'est pas forcément très précis. Et d'ailleurs, dans la revue 2020, il y aura un plan de gestion du risque de liquidité qui va justement préciser ce qui est attendu. Mais aujourd'hui, ce qui est attendu sur la liquidité, c'est avoir des scénarios effectivement réalistes, des projections de flux, effectivement, en scénario stressé. C'est notamment l'article du règlement délégué 259-3 qui dit qu'on doit effectivement sur chaque risque pertinent pour l'organisme, et le risque de liquidité est un de ces risques, je veux dire, projeter des scénarios et voir dans ces différents scénarios qu'est-ce qui se passerait, quelles seront les conséquences sur le bilan, aussi bien à l'actif et au passif, et éventuellement dans plan de réaction aussi, on parle de plan de réaction dans l'article 260, voir les réactions, ça veut dire les futures décisions, les décisions de gestion, excusez-moi, qui pourraient être mises en place pour effectivement contrôler et maintenir un faible niveau sur le risque de liquidité. Une question plus générale, quelle est votre position concernant la révision 2020 pour laquelle le calibrage de taux date de 2018 et omet des événements ultérieurs, Covid, Ukraine,
hausse récente des taux, etc. Je vais peut-être répondre juste techniquement et après, donc effectivement, comme vous savez, effectivement, la formule standard est équilibrée par les différentes études quantitatives d'impact, notamment le KISS 5, la dernière étude, dans laquelle un environnement de taux assez élevé. Donc, il a fait le choix de prendre des chocs de taux relatifs au niveau des taux. Malheureusement, les taux, en tout cas, ont diminué fortement. Et forcément, quand on prend un choc relatif, on prend une assiette qui est proche de zéro, le choc est faible, voire nul, comme vous savez, quand les taux sont négatifs. Donc, effectivement, cette révision pour introduire des chocs en absolu était nécessaire. Voilà. Après, je ne sais pas si il y a d'autres éléments pour compléter, mais en tout cas, on a bien compris que si dans l'environnement de taux de bas, on n'aurait pas refait le même calibrage. C'est pour ça qu'on apprend effectivement des situations historiques. Et donc, d'ailleurs, un exemple aussi concret, c'est que vous savez qu'il y a la formule standard, effectivement, il y a aussi le modèle interne. Et justement, les modèles internes ont une capacité d'adaptation plus rapide que la formule standard. Parce que là, plusieurs années après, effectivement, cette période de taux bas, on va appliquer, effectivement, lors de la revue 2020, un nouveau scénario de choc de taux. Alors que les changements majeurs, justement, sur le modèle interne ont été effectués bien avant, dès 2019. Même en 2019, on a eu plusieurs changements pour prendre en compte notamment une part absolue dans le choc. Alors, il y a différentes méthodes, notamment, on ne prend plus les lois normales, mais on prend des lois normales qui permettent d'avoir une vision du choc en absolu. Peut-être pour compléter ce que disait Marc, dans l'ensemble, cette révision de solvabilité 2, j'ai envie de vous dire, il y a différents éléments quantitatifs. Et c'est vrai que nous, quand on regarde cette révision, on prend en compte l'ensemble de ces éléments. Donc, effectivement, il y a une revue, comme vous le savez, du risque de taux, et je dirais Marc l'a très bien expliqué, qui s'est imposé. On a bien vu qu'après une longue période de taux d'intérêt très bas, voire négatif, il y avait besoin de renforcer, je dirais, la résilience du cadre, qui manquait quelque chose. Il y avait un certain nombre de comportements, on va dire, dans le modèle sous-jacent qui n'étaient pas tout à fait satisfaisants. Mais en parallèle, ça a été l'occasion de revoir d'autres paramètres. Alors, évidemment, il y a le point du volatility adjustment qui a aussi été révisé. Je crois que, nous, la façon dont on a un petit peu approché le problème, c'est de regarder l'impact dans son ensemble. Ce qu'on constate sur le marché français, d'après nos simulations, c'est qu'on a un impact au global qui serait, on va dire, très légèrement positif. Je pense qu'on était plutôt dans l'ensemble confortable avec le niveau de capitalisation des organismes et groupes qui sont sous notre supervision. Donc, quelque part, on est assez satisfait de ce résultat global. Et je crois que c'est surtout ça qui compte. Comme vous le savez tous, j'aime bien insister sur ces deux éléments. Bien sûr, il y a un chiffre réglementaire, mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est toute la démarche derrière ce chiffre. Et le début de la démarche, c'est déjà le calcul de vos provisions techniques. Je pense un petit peu tout ce qu'on veut un petit peu vous rappeler au travers de cette présentation. C'est vraiment pour nous l'occasion de vous poser la question sur quel est le profil de mes passifs, comment se comportent mes assurés, d'où peuvent venir mes risques, du contexte, quels sont, je dirais, les bons indicateurs à surveiller pour, je dirais, détecter une éventuelle situation de risque. Comment, en face de ça, je vais déployer des mesures de gestion des risques très concrètes. Et au final, c'est bien toute cette démarche qu'on a questionnée, qu'on a voulu regarder avec les collègues. Bien sûr, ça aboutit à un chiffre au final, mais comme vous le savez, le résultat du SCR, ça ressort en fait quand même d'un calcul assez compliqué, même en formule standard. Donc, en tout cas, nous, du côté de la CPR, je crois qu'on est tout à fait satisfait des propositions qui sont mises sur la table par la Commission européenne dans l'ensemble, l'économie générale, je dirais, de cette révision solvabilité 2. Voilà.
On nous demande également s'il est possible de partager la présentation, donc elle sera mise en ligne sur le site de l'autorité. Et enfin, dernière question, peut-on prendre en compte dans le taux attendu par les assurés les taux concurrentiels du livret A ou d'un livret bancaire, dans la mesure où la fiscalité de ces supports est différente et peut également être limitée par un plafond? Et même question pour le taux d'un nouvel entrant qui serait en réalité contraint par la réticence des assurés à se diriger vers un nouvel assureur. Alors, le choix du taux attendu en lui-même, nous, on ne prescrit pas comment le faire. La boussole qu'on propose, c'est de dire que le taux attendu doit être proche d'un produit financier, d'une combinaison de produits financiers, en ayant en tête qu'effectivement, il y a aussi une comparaison fiscale possible entre les produits. Mais j'ai envie de dire que c'est quelque chose qu'on peut aussi se demander du côté du taux servi. Est-ce que c'est un taux servi qu'on prend net ou brut des chargements, net ou brut des prélèvements sociaux? Et cette réflexion globale-là, il n'y a pas de solution unique nous qu'on souhaite donner comme point d'intention. En termes de prise en compte des nouveaux entrants, c'est pas une mauvaise chose de prendre en compte les nouveaux entrants, ça peut être une très bonne chose. Ce qu'on souhaite, c'est que ça ne limite pas le scope de ce que les assurés peuvent attendre de leur assureur. Et par exemple, le livret A, même s'il y a une limite sur la détention en termes de livret A, on voit très bien à travers la presse que ça reste un exemple d'indicateur très, très prisé, même si tous les assurés ne vont pas physiquement aller sur un livret A. Ce qu'on cherche, c'est d'avoir une captation de l'attente de l'assuré sans aller complètement dans toutes les contraintes matérielles de la chose. Non, mais là aussi, j'ai envie de revenir à la vraie vie. Je pense que la détermination du taux servi portefeuille de contrat par portefeuille de contrat, c'est une décision éminemment stratégique. Et je dirais le pilotage des réserves au sens le plus large du terme, dont dispose une entreprise dans le temps par rapport, je dirais, à cet élément à la fois de rester compétitif, de pas déclencher, je dirais, de mouvements on va dire, d'humeur de ces assurés. Ça, c'est vraiment, pour moi, le cœur du réacteur. Voilà, qui doit animer le pilotage de la politique, on va dire, de rémunération des contrats d'assurance vie. Et je pense que vos instances de gouvernance doivent passer pas mal de temps à réfléchir à toutes ces questions. Donc, je crois qu'il faut que le modèle soit, c'est un peu notre message, soit cohérent avec votre pratique. Et je suis profondément convaincue qu'au niveau de vos instances de gouvernance, les membres sont éminemment conscients, je dirais, de finalement quel est le taux raisonnablement un peu attendu par le type de clientèle, y compris en tenant compte du fait que on a certains segments de clientèle qui vont être un petit peu plus volatiles que d'autres, plus exigeants. Et ça, je crois que voilà, c'est des questions qui sont bien connues des assureurs. Donc, il faut arriver à représenter un petit peu, alors certes, on peut imaginer de façon un petit peu simplifiée, parce que le modèle est toujours plus simple que la vraie vie, fatalement, mais il faut arriver à rendre compte un petit peu de ça dans vos modèles. Pourquoi? Parce que le but, c'est de bien capturer le profil de vos passifs, et donc de pouvoir construire une stratégie d'adossement actif-passif et d'investissement qui soit, je dirais, cohérente avec tout ça. Donc moi, si vraiment il y a un message clé que je voudrais que vous reteniez tous, c'est pas qu'il y a je dirais, un taux de référence qui est la vérité vraie. Il faut arriver à refléter dans vos modèles vraiment les éléments de réflexion stratégique. Alors effectivement, bien sûr, il y a un plafond au niveau du livret A. Néanmoins, comme tu le rappelais, Raphaël, c'est un taux que tout le monde a en tête. Donc, si on est très, très en deçà du livret A, on sait bien que les gens vont commencer à se dire « Ah ben ouais, quand même, même le livret A, il paye plus. » Bon, voilà. Après, on sait qu'il y a certains segments de clientèle, ils ne vont pas avoir envie de tout de suite racheter tous leurs contrats et changer d'assureur ou de produit d'épargne, parce que c'est bien ce que tu rappelais. Il faut avoir en tête que les alternatives d'investissement sont diverses et variées. Donc vraiment, je crois que notre message clé, c'est de bien prendre le temps d'analyser la nature des
des passifs pour se poser les bonnes questions en termes de pilotage des risques et je dirais de décision de gestion. Voilà. C'est pas une, voilà, c'est pas du tout qu'une question calculatoire. C'est vraiment une question importante de pilotage stratégique. Il y a une question supplémentaire qui est arrivée. Vous évoquez rachat conjoncturel et arbitrage conjoncturel. Comment préconisez-vous de traiter un rachat conjoncturel sur un contrat multi-support? Donc rachat sur la partie euro et la partie UC, rachat uniquement sur la partie euro. Et dans ce cas, quid des arbitrages automatiques, entre autres, suite à un rachat sur l'euro uniquement? Alors bien sûr, tout va dépendre de comment le contrat est modélisé, parce que dans la pratique de la modélisation, ça dépend de comment la division en garantie a été faite sur les contrats, comment ils ont été regroupés. Et donc parfois, on pourrait ne pas avoir une modélisation de tel contrat va arbitrer à tel moment, mais une vision plus globale de tel groupe de contrats va arbitrer tel montant à tel moment. Donc a priori, la question de est-ce que le contrat vit ou pas sincèrement au moment où on fait l'arbitrage, des fois la modélisation, on ne peut juste pas le voir. Ensuite, sur la question du rachat conjoncturel, est-ce qu'il est sur le contrat ou sur le support? Tout dépend de l'approche possible. Il y a des approches où les rachats conjoncturels sont des rachats partiels, au sens qu'il n'y a qu'un seul support qui est racheté, mais auquel cas, il y a une autre conséquence sur le nombre de contrats. Ou alors, on peut avoir une vision de rachat conjoncturel total, où l'ensemble du contrat est racheté. Donc ça fait partie des choses qui sont à la main de l'assureur pour choisir la bonne modélisation par rapport à ce qu'il a vu dans son portefeuille. A-t-on épuisé les questions? Oui, plus de questions, merci. D'accord. En tout cas, merci à tous pour votre attention. Comme Victor l'a rappelé, on partagera avec vous bien évidemment le support. N'hésitez pas, si à la lecture à tête reposée, vous avez de nouvelles questions, de nouvelles réactions, on les accueille volontiers pour continuer à échanger. Et puis voilà, je pense qu'on sera amené peut-être au niveau individuel, peut-être à aborder de nouveau ces différents points d'attention et bonnes pratiques. Merci beaucoup à tous et puis voilà, à bientôt.